Bonsoir à tous. On va bientôt commencer. On va commencer tout de suite d'ailleurs. Tout d'abord, on va voir si les petits soucis de son un peu moins forts. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier l'accordeur pour nous accueillir ce soir. Donc, cette salle très agréable avec un chouette petit bar derrière. Vous pourrez consommer de la bière et du planteur à un prix très démocratique en écoutant la conférence de ce soir. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, ce soir, on va parler de spatial, plus particulièrement d'hydrologie spatiale. Donc j'imagine qu'il y en a certains ici qui sont sensibilisés au sujet. Mais donc l'hydrologie spatiale, c'est l'utilisation de données satellitaires pour le suivi de cours d'eau et en l'occurrence ici en Guyane, le suivi des grands fleuves guyanais. On va parler d'hydrométéorologie aussi, c'est-à-dire voilà, le suivi des pluies via des données satellitaires également. Donc nous aurons deux intervenants ce soir. On va commencer par une présentation de M. Stéphane Calment. Donc, certains d'entre vous le reconnaissent peut-être grâce à son passage en Guyane en tant que directeur de l'IRD, du centre IRD, excusez-moi. Et M. Calment qui travaille actuellement au LEGOS, c'est-à-dire le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Donc voilà, j'ai eu besoin de mon petit copion. Mais je pense que j'ai eu tout bon. Et nous aurons également Rodrigo Zambrana qui viendra présenter donc, certaines de ses recherches en tant que doctorant à l'UG sur l'hydrométéorologie. Donc voilà, merci encore une fois à tous et à toutes d'être présents ce soir. Et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça et je vais laisser la parole à M. Calment. Merci. Ça marche, ouais. Bon, c'est pas de temps pour moi, c'est pour l'enregistrement. Bon, bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Bon, je crois que comme on n'est pas en avance, je vais commencer directement. Hein. Alors, puis en plus, je vais commencer par casser un peu l'ambiance. Donc j'ai repris, juste pour situer un petit peu le problème, hein, des éléments d'un rapport de l'OMM, hein, l'Organisation mondiale de la météo, qui montre bien qu'en fait, depuis 1970, hein, la météo, le climat et les risques naturels sont responsables d'à peu près la moitié des désastres et des décès. Et au top 10 des désastres, les plus grandes pertes humaines sont dues aux sécheresses, aux tempêtes, aux inondations et aux températures extrêmes. Donc l'on voit bien en fait l'impact des modifications du cycle de l'eau, donc des relations de l'homme avec l'eau, l'impact que ça fait. Et bien sûr, malheureusement, 90% des décès ont lieu dans les pays du Sud. À côté de ça, je vous donne juste un chiffre donc, qui vient du site développementdurable.gouv du gouvernement, hein, qui dit que, oui, excusez-moi, c'est pas le CT, c'est le changement climatique, le CC, a coûté 10 milliards d'euros en 2022 pour la France. Si on fait juste une simple péréquation du nombre d'habitants, hein, je ne pouvais pas regarder, on aurait pu faire par rapport au PIB ou des choses comme ça, hein, on arrive à 33 millions à l'échelle de la Guyane. Alors 33 millions, il ne faut pas dire qu'il y a quelqu'un qui prend 33 millions, ça veut dire que ces 33 millions, c'est le fait que vous allez devoir, par exemple, refaire les routes plus souvent, aménager les bords de mer, les côtes, les choses comme ça. Tout ça, ça coûte et il y a tout un coût qui est lié au fait que voilà, il y a des infrastructures qu'il faut renouveler et qui vont correspondre à cette somme. Ça, c'est juste pour situer un petit peu le problème. Voilà. Bon. Et alors, on sait tous, donc effectivement, on est dans une situation avec des écoulements qui vont évoluer. Hein, ça, vous avez tous reconnu, je suis sûr, le méandre devant Maripasoula. Hein, et donc le méandre du Maroni devant Maripasoula, où là, vous avez une photo acquise par, petite pub, la station 6, hein, qui est une station donc, qui est du CNES, IRD, territoire et État, voilà, qui est géré par tout le monde, pour essayer d'acquérir des images au bénéfice du territoire. Donc ce méandre du Maroni
que vous voyez ici, actuellement, hein, donc là c'est une saison, je dirais c'est une période normale. Quand on est en période très très sèche comme en ce moment, vous voyez qu'en fait le fleuve est interrompu par tout un tas, tous ces petits points grisés que vous voyez, hein, où en fait on retrouve, c'est une image radar, la même texture qu'en dehors du fleuve. Ben, en fait c'est parce que le fleuve est quasiment interrompu, hein, à ce niveau-là. Et avec, bon, je suppose que vous en savez même plus que moi là-dessus, tous les problèmes que ça fait sur les transports, les communications et ainsi de suite. Bon, voilà, excusez-moi. Ça, c'est donc un zoom, hein, avec, vous voyez, toutes ces interruptions du fleuve. Alors, si on veut pouvoir, donc maintenant qu'on a posé un petit peu le problème, regardons un peu ce que l'on peut faire. Si on veut pouvoir suivre les fleuves de Guyane, on a ce qu'on appelle un réseau de stations hydrométriques, hein, qui sont essentiellement soit des règles, soit des capteurs que l'on va mettre pour suivre les variations de niveau des fleuves. Le problème de ces réseaux, hein, c'est qu'ils sont à la fois difficiles à maintenir, en particulier un territoire comme la Guyane, on ne va pas très facilement n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, hein, difficile à opérer. Par exemple, si vous voulez une transmission par Internet ou des choses comme ça, ben, il y a beaucoup d'endroits sur la Guyane où, hein, vous n'aurez pas de transmission, donc ça va être compliqué. Et en plus, bien évidemment, tout ça, ça a un coût, et on verra tout à l'heure, c'est quand même relativement coûteux. Donc, de fait, en fait, ces problèmes que l'on a sur l'information, sur le suivi des grands fleuves, est un problème qui est assez général au niveau mondial. Et donc, je vous ai repris ici une information qui vient du GRDC. Le GRDC, c'est un organisme qui est une émanation de l'UNESCO, donc un organisme international qui dérive de l'ONU, hein, et qui a comme vocation de récupérer l'ensemble des données de hauteur d'eau et de débit, hein, à l'échelle mondiale. Normalement, tous les pays signataires doivent envoyer leurs données à ce site. Et vous voyez que, en fait, la quantité de données, donc ce trait rouge, c'est les données quotidiennes, le trait bleu, c'est tout simplement les mêmes, mais en données moyennes mensuelles. Hein. Mais on a à peu près le même comportement. La quantité de données qui étaient envoyées à ce site, elle a augmenté très régulièrement, jusque dans les années 70. Hein, donc très très bien, et à partir des données 70, le chiffre s'est écroulé complètement, hein, c'est-à-dire que les gens négligent ou font exprès de ne plus envoyer leurs mesures sur ce site international. Alors il y a des tas de raisons. Le premier, voilà, on va dire c'est de la négligence. Le deuxième, c'est politique. Non, c'est un secret d'État, l'eau dans mon pays, je ne veux pas le donner. Hein. Voilà. Bon, en attendant, ce qui se passe, c'est quand on regarde, en fait, en 2020, on est revenu au niveau d'à peu près la Première Guerre mondiale. Hein. On n'en sait pas plus sur les fleuves aujourd'hui par ces données-là, hein, les données classiques de mesure. On n'en sait pas plus sur les fleuves en 2020 qu'on en savait après la Première Guerre mondiale. Un bassin comme le Congo, qui est le deuxième plus grand bassin du monde, il y a 4 stations disponibles. D'accord ? Et après, on s'étonne qu'ils n'arrivent pas à construire des barrages pour faire de l'hydroélectricité, quoi. Personne ne va financer un barrage là-bas, vu qu'on ne sait pas, on est incapable de savoir combien il y a d'eau qui va couler. Bon. Et alors, en fait, ce que je vous disais, donc, c'est sur la quantité d'informations disponibles, ça se double du fait que l'information est très mal répartie. Sur cette figure qui est aussi extraite du GRDC, vous regardez seulement les points bleus foncés. Les points bleus foncés, c'est les endroits où vous allez avoir des mesures qui sont récentes, post-2016. Là où le point n'est pas bleu foncé, ça veut dire que vous n'avez plus de données en gros depuis 10 ans. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que la France en fait partie. La France n'envoie plus ces données, alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être la France considère qu'elle a autre chose à faire, qu'elle les met. Les données sont disponibles, pas sur ce site international, hein, où normalement n'importe qui peut venir récupérer des données pour faire de la recherche, des études ou des choses comme ça. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Quand vous mettez vos données à disposition, ça veut dire que n'importe qui, et en particulier dans le domaine scientifique, n'importe qui peut venir étudier et regarder ce qui se passe avec ces données-là. Si vous ne les mettez pas à disposition, bah forcément personne ne peut travailler sur vos objets hydrologiques. Hein. Et donc vous voyez, bon, alors en Afrique, Amérique du Sud, et là, alors là, on sent bien que c'est surtout une question de mauvaise volonté. Hein. Là, il n'y a plus de données, donc sur toute l'Asie du Nord, il n'y a plus de données, quoi. Bon, et donc le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y aurait moyen d'obtenir cette information autrement que par des mesures in situ, des mesures sur le terrain, hein, et bien évidemment, on pense savoir est-ce qu'il n'y aurait pas moyen par les satellites pour pouvoir aider les mesures in situ. Cette photo, ça a réellement existé, hein, c'est pas un truc, c'est une vraie photo de montage de gens qui font des mesures de débit sur un fleuve en Amazonie. Hein. En plus, on risquait sa vie. Hein.
Donc, la solution, c'est ce qu'on appelle l'altimétrie satellitaire. Alors, je vais vous faire une petite digression, je vais vous rappeler un petit peu d'où vient l'altimétrie satellitaire, parce que tout le monde connaît à peu près le GPS. L'altimétrie satellitaire, c'est une technologie qui a à peu près la même histoire que le GPS, mais qui est beaucoup moins connue. Donc, bon, bah voilà, vous allez devoir me supporter, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'altimétrie satellitaire pendant qu'on y est. Donc, l'altimétrie satellitaire, en fait, ça a commencé au moment de la guerre froide. Au moment de la guerre froide, vous aviez des gens qui habitaient dans 2 pays de part et d'autre du Pacifique, et qui se demandaient comment ils pourraient bien s'envoyer des petits cadeaux, genre missiles d'un côté l'autre, ou faire naviguer leurs sous-marins à travers le Pacifique, comme ça, histoire d'emporter éventuellement des têtes nucléaires de l'autre côté, d'accord? Mais ils avaient un problème, c'est que la force de gravité peut modifier de façon significative la trajectoire de votre missile, c'est la valeur de G tout au long de la trajectoire qui va définir l'endroit où il tombe, donc vous avez besoin de connaître les variations de la force de gravité. Et le problème pour les sous-marins, c'est qu'un sous-marin, ça fait beaucoup de bruit, donc en fait, pour savoir comment le bruit va se propager, et donc où est-ce qu'il faut mettre votre sous-marin pour qu'il puisse se cacher dans l'océan, vous avez besoin de modéliser la structure de votre océan. Donc voilà, et donc la question que se posaient tous ces gens, c'est comment faire pour résoudre ces problèmes-là. Et ils sont arrivés à la conclusion, mais c'est bien sûr, pour arriver à tout ça, il faut cartographier la surface de la mer. Alors pourquoi il faut cartographier la surface de la mer? Et donc, excusez-moi, donc pour cartographier la surface de la mer, la technologie qu'on va utiliser, c'est ce que l'on appelle l'altimétrie satellitaire. Le principe est assez simple. Vous avez votre instrument que vous mettez en orbite à bord d'un satellite. Vous connaissez la position de votre satellite à quelques centimètres près. Maintenant, on est capable de savoir la position d'un satellite à quelques centimètres près. Pour vous donner des ordres de grandeur, un satellite comme ça, il est à peu près 1000 km d'altitude. Et donc, on est capable de déterminer sa position avec des GPS embarqués, des stations laser, des choses comme ça. On est capable de connaître sa position à tel instant, il était à telle position, à peu près à 2-3 cm près, à 1000 km d'altitude. Et il va embarquer un appareil radar, alors un peu plus sophistiqué que celui que les flics ont sur le bord de la route, mais le principe physique est à peu près le même. Un appareil radar qui va mesurer la distance exacte entre cet instrument embarqué et la surface d'un réflecteur. On choisit l'onde radar dans la bande K de façon à ce que l'eau apparaisse comme un miroir parfait, en fait, pour cette onde. Et donc, c'est pas comme la lumière. La lumière dans l'eau, elle va pénétrer. Vous voyez le fond de l'eau, pour que ce soit pas trop épais quand même. Là, en fait, vous voyez pas ce qui est en dessous. La lumière se réfléchit très exactement. Donc, vous voyez que si vous connaissez la position de l'instrument, que vous connaissez cette distance, et bien forcément, vous avez la position du réflecteur. D'accord? Donc ça, c'est le principe de base. C'est assez basique. Pour finir un petit peu sur les dimensionnements, quand même, je vous disais que donc ça, on connaît la position du satellite à quelques centimètres près. Un radar comme ça, c'est une grosse ampoule, quoi. C'est 100 watts. C'est les ampoules qu'il y a au plafond. Et une antenne comme celle qui est ici, c'est une assiette, quoi. C'est un gros truc comme ça. Bon, ça vaut dans les 50 millions, quand même, parce qu'il y a pas mal d'électronique à bord. Il y a surtout une horloge hyper précise pour pouvoir calculer les temps très précisément, le temps aller-retour de l'onde radar. Mais voilà, c'est assez, moi je trouve ça assez surprenant qu'on soit capable de faire des choses comme ça. Bon, excusez-moi. Ça, c'était la même chose en zoom. Bon, et donc, en fait, depuis à peu près une vingtaine d'années, à peu près depuis les années 80, après, les réflexions ont commencé au moment de la guerre froide, le temps de faire les satellites et ainsi de suite. Depuis les années 80, on a lancé à peu près une vingtaine de satellites, qui sont tous donnés à peu près ici, entre les premiers satellites, donc c'était l'armée américaine. Après, ça a été repris par des coopérations franco-américaines qui ont été qui ont super bien fonctionné et qui ont montré d'ailleurs qu'à un moment, en fait, sur certains éléments technologiques, la France a même pris le pas sur la technologie américaine, et on continue maintenant à utiliser des instruments français plutôt qu'américains à bord des satellites. Et après, donc ça a été repris beaucoup par l'ESA, maintenant, dans le cadre du programme Sentinelle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le programme Sentinelle, qui est le grand programme d'observation de la Terre par l'ESA. Donc l'ESA utilise aussi maintenant il y a 3 satellites altimétriques financés par l'ESA actuellement. Au total, donc il y en a une vingtaine sur 40 ans. Donc, alors,
j'en reviens, hein, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, que l'idée de départ, c'était quand même de cartographier les surfaces de la mer. Hein, et donc, on est, avec tout ça, on est, juste pour vous dire comme ça, on ne va surtout pas rentrer dans les détails, on est arrivé à créer des cartes de la surface de la mer. Ça, c'est un exemple de ce que ça donne. Donc, vous retirez les marées, vous retirez les vents, les vagues, tout ça. Ça, c'est, une fois que vous avez retiré tout ce qui bouge, voilà une carte de la surface de la mer. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'en fait, la surface de la mer, c'est pas une belle boule, hein, fine, toute bien régulière et tout ça, qui envelopperait la Terre, hein, mais elle a beaucoup de creux et de bosses. Hein. Vous avez par exemple, bon, la bosse la plus grosse, elle est ici, au sud de l'Islande, ça fait à peu près plus de 80 mètres. Hein. Donc encore une fois, par rapport à une belle Terre qui serait bien ronde, parfaite, vous avez plus 80 mètres par ici et un trou d'à peu près 120 mètres au sud de l'Inde. Je ne rentre pas dans les détails, vous voyez quand même que l'on voit pas mal de petits détails et tout ça. Bon. Et la mer étant un liquide, en fait, ce que l'on sait, c'est que ces variations de hauteur de la mer, encore une fois, je rappelle, hein, c'est la mer figée. Hein. Vous retirez tous les courants, vous retirez tout ce qui bouge. Tout ça, c'est pour les océanographes. Là, on est en géodésie. Hein. Donc, cette mer, en fait, toutes ces variations, elles sont liées aux variations de mon champ de pesanteur, de ma gravité, hein, ce qu'on cherchait au tout départ pour pouvoir calculer précisément les trajectoires de missiles ou les trajectoires de fusées, d'ailleurs maintenant de satellites, de choses comme ça, on en a besoin. Hein. Et donc, si vous, je ne rentre pas dans les calculs, mais si vous dérivez donc, toutes ces variations de hauteur de la mer, vous obtenez ce qu'on appelle des anomalies de gravité, hein, les micro-variations de G, le poids hein, que l'on a tous, toutes les micro-variations de G qui sont liées au fait que la Terre n'est pas une boule parfaite. Hein, il y a des montagnes, il y a des trous, il y a des mers, des océans, des continents, des choses comme ça. Tout ça, ça crée des petites variations de masse quelque part et donc des variations de la gravité. Et donc, ces variations de gravité, en fait, se retrouvent dans la surface de la mer, créent des ondulations à la surface de la mer. Et ces ondulations, donc, par un opérateur mathématique, on peut arriver donc, à retrouver derrière les anomalies de gravité. Et de la même façon, si vous inversez la loi de ce brave Newton, hein, qui donne les relations entre les masses et les gravités, hein, qu'on apprend en seconde, je pense, hein, et ben vous arrivez à transformer ces petites anomalies de la pesanteur en anomalies sur les fonds marins. Hein, et voilà, bon, ceci est un exemple donc, de carte des fonds marins que l'on peut calculer à partir justement de ces anomalies de la surface de la mer. Hein. Les fonds marins, on voit par exemple ça, c'est les grandes chaînes volcaniques, vous avez les grandes fosses, les dorsales médio-atlantiques, enfin bon, toute la structure liée à l'activité volcanique, à les tectoniques de la Terre se retrouve en fait dans les fonds marins et donc dans des petites ondulations de la surface de la mer. La résolution est à peu près bon, de 1 à 2 km et la précision 50 à 100 mètres. C'est pas parfait, bien évidemment, hein, mais c'est quand même mieux. Il ne faut pas oublier qu'on ne connaît que 10% de la surface des océans, hein, parce qu'on maintenant on considère que c'est trop cher, puis personne n'y va. Hein, donc on connaît bien mieux la surface de la Lune ou la surface de Mars que la surface de la Terre, hein, parce qu'on ne fait plus d'exploration. Et donc au moins par cette technologie-là, on peut avoir des cartes mondiales. Et juste, je vous invite à regarder, pour ceux qui veulent, c'est que à la fois quand vous prenez l'avion ou sur Google Earth, si vous regardez sur Google Earth en plein milieu du Pacifique, par exemple ça c'est un zoom au milieu du Pacifique, vous voyez qu'il y a de l'information. Et là par exemple, ces petits bombements là que vous voyez là qui sont un peu flous comme ça c'est des petits volcans qui ont été calculés par inversion, comme je vous ai montré, par données satellitaires, inversion altimétrique, d'accord. Et au milieu, ici, là, vous voyez les données, alors beaucoup plus précises, mais assez rares. En fait, ça, c'est les données accumulées par les échosondeurs bateaux. Et donc, on combine les deux, les données obtenues par satellite avec les données bateaux pour arriver à faire des cartes globales du fond de la mer. Bon, bien sûr, le résultat le plus spectaculaire obtenu avec tout ça, c'est qu'au bout de plusieurs années, ça même au départ était un gros problème, les gens ils se sont dit, mais je ne comprends pas, si je prends toutes les mesures de hauteur de la mer, année après année, je ne retrouve pas le même résultat. Donc les gens, au début, ils ont pensé qu'il y avait une dérive dans le système, il y avait, je sais pas, l'instrument qui dérivait ou les calculs, que c'était un problème, quoi. Et petit à petit, on a dû se rendre à l'évidence, non, c'est le niveau de la mer qui monte. Hein, vous prenez toutes les mesures année après année, hein, et voilà, vous voyez, donc bon, là c'est ramené à une hauteur de référence, le niveau de la mer qui monte et qui monte de plus en plus vite. Hein. Dans les années 90, on était à 2 et quelques millimètres par an, et maintenant on est à presque 5 mm par an. Au total, sur 30 ans, on est monté d'à peu près 10 cm.
Et ça continue, et ça va continuer à s'accélérer vu le peu d'évolution qu'il y a sur les politiques vis-à-vis des gaz à effet de serre et ainsi de suite. Bon, alors après tout ça, la dernière en fait des utilisations, des innovations qui ont été faites avec ces données, je vous rappelle qu'au départ c'était juste des données pour les militaires pour pouvoir s'amuser un petit peu. Ces données ont été récupérées par la société civile, les chercheurs, et donc elles ont été utilisées. La dernière utilisation, c'est donc l'hydrologie spatiale. On y arrive, voilà, on y arrive. C'est l'hydrologie. Et donc, puisque tous ces satellites qui ont été construits pour tourner autour de la Terre, et surtout sur les océans, ils passent malgré tout à peu près un tiers de leur temps sur des continents, puisqu'ils tournent autour de la Terre. Et quand ils passent au-dessus des continents, excusez-moi, ah oui, je ne sais pas, je vais y arriver. Normalement, il y a un tout petit bout de film là. Voilà. Et donc, quand il tourne autour de la Terre, vous avez votre satellite. Un satellite, ça tourne sur un plan. Il faut imaginer, vous avez un plan, le satellite, il tourne toujours sur son plan. Au milieu de ce plan, il y a la Terre qui tourne. Et donc, en fait, ça dessine, vous voyez que mon satellite, la trace, le passage de mon satellite va dessiner en fait tout un réseau à la surface de la Terre, puisque c'est la marque du mouvement relatif entre les deux. Et à chaque fois que mon satellite, il va passer au-dessus d'une rivière, comme il continue à mesurer, en fait, il va mesurer le niveau d'eau, non pas de l'océan, comme il était prévu de le faire, mais du lac ou de la rivière. Il continue à mesurer. D'accord ? Alors, c'est un peu plus compliqué, ça marche beaucoup moins bien, parce que, en fait, sur une rivière, vous avez juste un tout petit peu d'eau, alors qu'il est prévu pour travailler sur de l'océan où vous n'avez que de l'eau, et ainsi de suite. Mais on y est arrivé. Il y a eu à peu près 20 ans de travail d'équipes de recherche dans pas mal de pays, mais on y est arrivé. Maintenant, on sait donc extraire cette information pour calculer les niveaux d'eau dans les fleuves. Donc voilà un exemple au-dessus du Congo. Tous les petits points jaunes, donc c'est les points en fait où mon satellite va être capable de récupérer le niveau d'eau d'une rivière. Alors, bon, pour rappel, je vous ai mis là que le GRDC, ce site international sur lequel on est censé tous envoyer nos données, il est censé récupérer à peu près 10 000 points de mesure sur l'ensemble du globe. Cet exemple que je vous ai donné, qui est un exemple en fait d'une constellation sur laquelle on a travaillé avec les collègues du CNES, il y a 25 000 points de mesure, juste là-dessus. Donc en fait, un satellite comme ça, alors vous ne choisissez pas l'endroit où il passe, c'est-à-dire que tous les points jaunes, on ne les choisit pas, ils sont complètement liés à la géométrie entre le mouvement de la Terre, le mouvement de l'orbite et la position des fleuves, on ne choisit pas, mais il y en a quand même 25 000 de disponibles à chaque fois, et c'est quand même, on voit bien que c'est quand même assez intéressant. Et donc, voilà, on va focaliser un petit peu, on va revenir un petit peu sur la Guyane, on va focaliser chez nous, et voilà ce que ça donne sur un domaine comme la Guyane. Donc je suppose que vous voyez à peu près, Cayenne est ici, là vous avez le Yapok, là vous avez le Maroni, donc Suriname ici, Brésil ici, et la Guyane au milieu, avec la Prouague, la Sinamari et la Mana ici. Donc tous les petits ronds, tous les petits points que vous voyez, en fait, c'est les endroits où un satellite va croiser mon réseau hydrologique et pouvoir faire une mesure. Alors les codes de couleurs, c'est simplement pour les différents satellites. Les verts, par exemple, c'est un satellite Sentinelle. Le rouge, il y a quelque chose? Non, c'est pas. Bon, voilà. Donc voilà, tout ça, donc les codes de couleurs différents. Alors, les petits carrés, c'est là où il y a des règles des services hydrologiques du territoire. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, le service hydrologique du territoire, sur ces points-là, il est capable d'obtenir les informations tous les jours, voire plusieurs fois par jour, toutes les heures, ou un truc comme ça avec ces règles. Par contre, par satellite, donc, on a beaucoup plus de points, mais comme ça dépend de la géométrie de l'orbite, le plus souvent, c'est le satellite qui va passer une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours ou une fois tous les 20 jours. On a beaucoup moins de mesures à un endroit précis. Mais on a des mesures partout, et en particulier, vous pouvez regarder ça, ce fleuve ici, c'est ce qu'on appelle la Tapananaoni, d'accord, qui est un affluent du Maroni, mais entièrement au Suriname. Donc, il n'y a pas de mesure, le Suriname ne fait pas de mesure sur ce fleuve-là, donc vous n'avez aucune information sur ce fleuve, et pourtant, il y a des moments après la confluence où en fait la Tapananaoni a un débit plus important que le Maroni lui-même. Il y a eu beaucoup de débats d'ailleurs. Pendant des moments, Suriname a dit non, mais c'est pas le Maroni, c'est la Tapananaoni, parce qu'il y a des moments, l'eau vient plus
de cet affluent-là que du haut Maroni lui-même. D'accord? Or, si vous voulez pouvoir travailler sur une bonne connaissance du bas Maroni, combien il y a d'eau qui va arriver, là ici vous avez Grand Sentier, à Patou, ou des choses comme ça, eh ben, vous avez bien besoin de savoir combien il vient de ce fleuve-là. Actuellement, par les données in situ, vous en êtes incapable. Par les données satellitaires, on est capable de le faire. Parce que le satellite, il ne veut pas savoir si c'est Suriname ou à la Guyane, lui, il va vous collecter l'information. Voilà. Et donc, bon, pour voir un petit peu ce que ça donne, je vais vous faire un exemple. Donc, sur le lac de Petit Saut, hein, pour ne pas faire que les rivières, ça marche aussi bien évidemment sur les lacs de barrage, les réservoirs. Et donc, sur le lac de Petit Saut, que vous avez bien sûr tous reconnu ici, hein, vous avez le barrage est là. Donc, en fait, vous avez un satellite, le satellite de la constellation Sentinelle de l'ESA, hein, qui repasse tous les 26 jours et il va croiser, alors vous voyez, à plusieurs endroits, un coup là, un coup là, un coup là. Bon, on en a retenu deux endroits, et voilà. Donc, l'intérêt qui repasse à plusieurs endroits, c'est qu'on peut récupérer toutes les mesures à des endroits différents, et puis on les compare entre elles. Ça permet de se donner un petit peu une idée de la qualité, si tous les points arrivent à la même valeur ou pas. C'est intéressant d'avoir plusieurs mesures de la même chose pour pouvoir regarder un peu la qualité. Donc c'est les points orange et les points jaunes que vous voyez à chaque fois. Vous voyez, ils sont toujours par deux. Si vous n'en voyez qu'un, bah, c'est que c'est tellement précis en fin de compte qu'ils donnent exactement la même valeur. Globalement, vous pouvez voir qu'en gros, tous ces points diffèrent à peu près de 10-15 cm. Ça donne une bonne idée un peu de la qualité de ce genre de mesure. 10 à 15 cm. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a des petits points en plus qui sont ici, à partir de 2023, les petits points noirs, d'accord, qui sont en plus de les mesures sentinelles en jaune et orange. Alors ces points, en fait, ils viennent du satellite SWOT qui va passer tous les 21 jours, en fait, à partir de 2023. Il a été lancé en décembre 22 et donc on a des mesures à partir de 2023. Alors SWOT, c'est un satellite qui a été développé essentiellement par le CNES et la NASA, hein, et qui a la particularité suivante, c'est qu'au centre, au milieu, il a toujours cet altimètre qu'on appelle nadir. Nadir, ça veut dire que vous regardez vers le bas, c'est le mot opposé à zénith. On connaît le zénith, les gens connaissent moins le nadir, mais voilà. Donc, il a toujours cet instrument-là qui, encore une fois, est un instrument français, hein, qui est développé à Toulouse par l'industrie française. Mais à côté de ça, il a un instrument qui est complètement révolutionnaire, qui est un interféromètre radar qui va mesurer la hauteur de l'eau sur 2 bandes latérales de 50 km de large. C'est-à-dire que votre satellite, maintenant, il ne se contente plus de mesurer au niveau de son passage sous les traits, comme je vous ai montré tout à l'heure, jusqu'à présent, mais il va en plus vous faire des mesures tout le long comme ça, de la rivière. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce qu'en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé l'orbite de satellite pour que les passages ils soient côte à côte, ce qui fait qu'on a globalement à peu près une couverture de l'ensemble de la Terre. Donc, je vous ai montré ici, je vous ai fait une petite animation pour vous montrer ce que ça donnait sur la Guyane. Donc, il a un cycle de 21 jours. Donc, tous les 21 jours, ce que je vous montre là, ça se répétera tous les 21 jours. Donc, le jour 1, ben, il passe pas au-dessus de la Guyane. Le jour 2, il est passé là. Les 2 bandes grises représentent donc, les 2 fauchés, hein, du satellite, avec sa mesure nadir qui sera ici. Donc, le jour 2, le jour 3, il va passer donc sur la Tapananani, là, tout à l'ouest. Le jour 6, alors 4, 5, il ne se passe rien. Le 6, il va repasser là et vous voyez qu'en fait, il va repasser sur mon lac de Petit Saut. En fait, on va avoir 2 passages sur Petit Saut, donc le 6. Le 7, il repasse là-bas. Le 12, le 13, le 16 et le 17. Voilà. Et après, il ne se passe plus rien jusqu'au jour 21. Et le 22, bah, ça recommence, hein, comme je vous ai montré, le jour 2, le jour 3, le jour 4 et ainsi de suite. Et vous voyez que donc, sur mes 21 jours, et même en fait en 15 jours, du jour 2 au jour 17, j'ai une couverture complète de toutes mes rivières de Guyane, hein, de mesure. Alors, vous voyez que, en fait, vous avez 3 types de dessins ici. Vous avez des zones qui sont, je vais dire gris, qui sont en fait les zones où vous avez une trace qu'on appelle montante et une trace descendante. Il est passé 2 fois, hein, une fois en montant du pôle sud vers le pôle nord et une fois en descendant du pôle nord vers le pôle sud. Il est passé 2 fois, c'est ce qui fait ce code de couleur ici. Et vous voyez par exemple que là sur le Maroni, il va être passé en fait 2 fois tout du long sur le Maroni, en gros de Langatabiki, quasiment jusqu'à Papaïston. Alors après, vous avez des zones qui sont en gris plus foncé, qui sont les zones entre les traces où il ne sera passé qu'une seule fois pendant mon cycle de 21 jours, et des zones où il va être passé
en fait, aucune fois, parce qu'il y a un petit trou au milieu, c'est un interféromètre. Alors, je ne sais pas ce que vous savez des interféromètres, mais en gros, ça fait la différence entre les deux côtés. Hein. Vous avez deux antennes, et on calcule la différence, en fait, entre ce qui revient au satellite dans les antennes, mais la différence entre les deux antennes, la différence de temps permet, on fait un petit calcul de triangle, hein, et ça permet de savoir où était le point de réflexion. Et donc, bien évidemment, au milieu, il n'y a pas de différence, les deux antennes, le temps, l'écho, il a mis le même temps pour aller du réflecteur vers l'antenne de droite ou vers l'antenne de gauche, donc ça ne marche pas au milieu, d'où cet altimètre classique que l'on a mis au milieu, et c'est donc ce qui se passe ici pour le lac de Petit Saut, hein, c'était les petits points noirs que je vous ai montrés tout à l'heure, hein. En fait c'était ces points qui étaient ici, dans cette zone-là. Donc, alors pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, quand même, je vous ai dit que donc, sur le Maroni, par exemple, il allait passer et couvrir le fleuve Maroni quasiment sur toute sa longueur. Et donc, je vous ai donné un exemple de ce que ça donne. Alors ici, sur cette figure, vous avez 3 profils du fleuve Maroni. Alors, je suis désolé, les couleurs ne sont peut-être pas très bien. Vous avez donc un profil en noir, ici, qui est donc une mesure du satellite SWOT. Hein. C'est-à-dire que SWOT, en passant, en fait, tous ces petits points qui sont ici, en fait, c'est la hauteur du fleuve à cet endroit-là. Depuis, en gros, l'embouchure, enfin, à Patou, hein, pas tout à fait Saint-Georges, mais Saint-Laurent, excusez-moi, mais en gros, depuis la zone tidale, là, après Langatabiki, Grand Santi, Papaïstom, hein, jusqu'à Taluben. D'accord ? Donc le fleuve, hein, tout le monde sait, c'est plein de marches, hein, plein de cascades et tout ça. Donc voilà, le niveau du fleuve, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, comme ça. Les deux autres profils, le profil en vert et le profil en rose, c'est des profils que l'on a mesurés nous-mêmes pour évaluer justement la qualité des données du satellite et vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur au moment du lancement du satellite. Hein, ça, c'était en 2020. En 2023, donc on avait fait une mesure en avril et une mesure en juin. Et vous les voyez ici en rose et en vert. Alors le décalage vertical, c'est simplement que, comme ce n'était pas en même temps que le satellite, forcément, le niveau d'eau, il pouvait être monté ou descendu entre les deux, mais vous voyez qu'on retrouve exactement la même géométrie du fleuve. Donc on est très très satisfait, ça prouve que le satellite marche parfaitement bien et c'est une vraie révolution. Donc, alors ça, c'est juste une toute petite animation pour vous montrer un petit peu comment on travaillait. Bon, parce que comme on a fait quand même pas mal de manips sur le fleuve, j'ai mis cette animation parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont croisés ou qu'on a entendu parler. Donc, oh là là. Bon, donc ça c'est l'instrument. Pour pouvoir faire, pour pouvoir valider des données sur l'eau, hein, eh ben, il n'y avait pas d'instrument qui existait, donc il a fallu qu'on invente un instrument. Donc on a inventé cet instrument en parallèle avec le CNRS. Hein, et donc cet instrument, vous voyez, c'est une nappe. Hein, qui est un assemblage en fait de petits flotteurs comme qu'on donne aux gosses à la piscine. Hein, et au milieu ici, il y a une antenne GPS. Et avec la vitesse de la pirogue, en fait, la nappe se colle à la surface de l'eau. Hein, et du coup, l'antenne GPS mesure très exactement, avec un petit décalage de 42 cm très précisément, hein, va vous donner exactement la mesure de l'eau. Et on va pouvoir vérifier tout au long, vous naviguez comme ça pendant 100, 200, 300 km, et vous allez avoir un profil parfait de votre fleuve. Alors, bon, je suis désolé, ça ne passe pas très très bien. Souci avec le PowerPoint, on va peut-être passer un peu vite. Voilà. Bon, juste pour vous montrer comment ça marchait bien, là c'est au passage d'un rapide. Hein. Donc sur le Maroni, on est sur le Maroni au passage d'un rapide, et vous allez voir comment l'instrument va enregistrer en fait exactement toutes les variations du niveau d'eau au passage du rapide. Bon, je suis désolé de la mauvaise qualité vraiment du passage. Vous voyez comment ça, voilà. Hein, et donc le GPS, hein, le GPS qui est ici, enregistre exactement toutes les variations de niveau au passage des rapides. Et donc ça, c'est l'instrument qui avait été développé, hein, donc juste pour la validation des données du satellite. Il faut voir qu'un programme comme SWOT, c'est 1 milliard quand même. Hein. Donc ça valait le coup de vérifier quand même, de faire quelques mesures pour vérifier que tout marchait bien. Bon, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc sur mon lac, pour revenir à mon lac de Petit Saut, hein, et ben voilà, donc j'avais une trace qui passait ici, hein, et qui couvrait, la fauchie en fait, elle couvrait que le bord du lac,
mais j'avais mon altimètre Nadir, hein, qui passait au milieu, et donc c'est les points que je vous ai montrés tout à l'heure sur la courbe, mais malgré tout, on avait, hein, ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne vous l'ai pas montré parce qu'on n'a pas encore eu le temps, les données sont encore un petit peu en traitement, là, tout n'est pas parfait, il y a encore des petites erreurs, donc les données ne sont pas 100% disponibles, donc je ne peux pas j'avais rien à vous montrer, mais vous voyez qu'on couvre tout le lac, et donc il y aura forcément des données, des informations à récupérer, et surtout donc avec l'autre fauché, hein, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il passait 2 fois, donc la fois où il passe en fait, c'est la trace 33, donc ça va faire 2 jours avant la précédente, il va couvrir l'ensemble du lac de Petit Saut en une seule fois, à chaque fois, tous les 21 jours. Donc on aura à la fois la hauteur de l'eau sur le lac, hein, mais aussi, vous voyez, on aura toute la surface en eau du lac. Parce que le satellite est capable de faire la différence entre ce qui est de l'eau et ce qui n'est pas de l'eau, bien sûr. Et donc, on va pouvoir voir d'une fois sur l'autre si le niveau monte ou descend, aussi si quelle est la surface du lac. Bon, donc voilà ma série. Et donc, quand on aura traité ces données défauchées, on aura des données en plus et on arrivera à peu près à 3 à 4 mesures par mois, ce qui fait, bon, en gros, une mesure par semaine. Vous voyez qu'on a amélioré, on s'améliore par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, qui pouvait être tous les 25 jours. Alors, le problème que très souvent on a avec les acteurs civils, on va dire, c'est que les hauteurs, ça les intéresse, mais c'est pas pour eux, c'est pas l'ultime. L'ultime, c'est d'avoir les débits. Ils veulent les débits dans les rivières. D'accord ? Alors, traditionnellement, comment on calcule des débits ? Ça, c'est juste pour vous montrer comment on travaille avec le spatial comparé au classique. Alors, classiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On installe des règles sur lesquelles un opérateur va lire tous les jours, on va lire la hauteur d'eau, ou c'est un instrument automatique, mais bon, ça revient au même. Hein. On a les hauteurs d'eau, donc sur un instrument. On va faire quelques mesures ADCP, d'accord ? Alors on en fait quelques, je dis bien quelques, parce que comme ça coûte très cher, vous vous rappelez ce que je disais au tout début, comme ça coûte très très cher, hein, une mesure en elle-même, si vous comptez le salaire des gens, le temps de bateau et ainsi de suite, hein, chaque mesure c'est plusieurs milliers d'euros, en fait, donc on n'en fait pas tant que ça. Mais on en fait quelques-unes et on va tracer en fait la relation entre les hauteurs que l'on a lues et les valeurs de débit que l'on a mesurées au même endroit. On va faire quelques mesures comme ça et donc à partir de ces quelques mesures, on trace la relation et après si on a quelqu'un qui lit les valeurs tous les jours, bah, à partir de la relation, pour chaque valeur de hauteur qui est lue, on peut avoir une valeur de débit. Mais encore une fois, c'est des valeurs qui sont estimées indirectement à partir de la relation. Personne ne mesure des débits tous les jours. Enfin, si j'en connais, mais c'est en Inde, et le résultat est franchement pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait en hydrométrie spatiale ? Sur le principe, c'est la même chose. La seule chose, c'est que les données diffèrent. Au lieu donc, de prendre des données d'une règle, on va récupérer les données qui sont données par notre satellite, les données de hauteur qui sont données par notre satellite. Hein. Donc, notre satellite, chaque fois qu'il passe, on a des données de hauteur. Et comme on ne va pas aller faire des mesures de débit, parce que ça peut être, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, au Suriname, vous n'avez pas le droit d'y aller, et ainsi de suite, mais vous voulez quand même avoir des mesures de débit, on va utiliser ce que l'on appelle un modèle pluie-débit. C'est un modèle qui représente au mieux votre territoire, d'accord, avec son type de sol, sa couverture, et on va donc diviser tout votre territoire en tout petits éléments, hein, et on va ce modèle va vous permettre de prendre l'eau qui tombe dessus et de transporter cette eau soit dans le sol, soit dans la rivière. Et en sortie de votre modèle, ben vous allez avoir donc le débit qu'il y a dans votre rivière. Et ça, votre modèle, vous pouvez le faire tourner pour tous les jours. Donc en fait, vous allez avoir des débits tous les jours que vous pouvez comparer à vos quelques mesures de hauteur. Et de la même façon, vous allez pouvoir retracer votre courbe comme on faisait avant avec les données in situ. Alors, vous avez des données, il faut être honnête, qui sont beaucoup moins précises que ce qu'il y avait en in situ. Là, c'est du modèle, là, c'est de l'altimètre. Avant, on avait vraiment un instrument ADCP pour faire les mesures de débit et des règles. Donc, c'était plus précis, mais il y en avait beaucoup moins, en fait, pour les histoires de coûts et tout ça. Là, vous avez beaucoup plus de mesures, ce qui fait que si vous manipulez un petit peu vos statistiques, vos éléments statistiques proprement, vous arrivez à faire des courbes qui ont la même qualité, en fait, que celles qui étaient faites in situ. D'autant que faire tourner votre modèle, même si vous êtes en pleine crue et que ce serait trop dangereux pour y aller, hein, rappelez-vous la photo que je vous ai montrée au tout début, il y a des moments où on ne peut pas aller sur un fleuve parce que c'est vraiment trop risqué, il est en crue. Votre modèle, lui, il n'a pas de problème, il va quand même vous donner les valeurs. Et donc, en fait, vos relations, elles sont valables bien plus loin que ne l'étaient les relations in situ. Alors, bon, voilà. Et après, bien sûr, chaque fois que votre satellite passe, une fois que vous avez établi votre relation, eh ben, vous pouvez reprédire un débit
de la même façon que ce que vous faisiez avec des données in situ. Juste pour insister un petit peu lourdement, on va dire, c'est qu'avec cette technologie-là, on est capable, par exemple, de faire une courbe des débits sur la Tapanaoni, qui est donc une rivière du Suriname, mais qui est essentielle si vous voulez savoir combien il y a d'eau qui coule dans le Maroni. Vous avez besoin de cette information-là, et seul le spatial peut vous la fournir. Bon, alors, je vous entends tous crier, mais oui, vous parlez de modèle pluie-débit, vous nous avez parlé des débits, mais vous ne nous avez pas dit d'où venait la pluie. Et donc là, je passe la parole à Rodrigo, qui va vous expliquer un petit peu comment on est capable d'obtenir de la pluie par les données satellitaires et autres. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Je suis sûr que vous avez tous très bien compris et aimé cette présentation. Moi, je fais les choses un peu plus en amont. Comme il a dit, moi je vais vous présenter comment est-ce qu'on mesure la pluie pour l'hydrologie spatiale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodrigo, je fais un doctorat, comme on l'a présenté au début, à l'Université de Guyane, et je suis affecté à l'IRD pour le moment ici à Cayenne. Comment est-ce qu'on me suit? Non, c'est pas ça. Voilà. Du coup, on se met à nouveau dans notre étude des cas qui est la Guyane française. Ici, comme l'avait présenté Stéphane avant, avec ses instruments de mesure de débit des rivières et de la hauteur des rivières, on a plus ou moins la même chose en météorologie, en pluviométrie. Ici, ce que je vous montre, c'est notre site pilote de la Guyane et les différents instruments de mesure que l'on a ici. Tous les croix bleu, c'est en fait des pluviomètres installés par Météo France, c'est des pluviomètres automatiques qui relaient des informations toutes les 5 minutes. Le grand rond qui est bleu, ça c'est la couverture du radar météorologique du Centre spatial guyanais du CNES. Mais après, pour vous montrer un peu le contexte, tout ce qui est en rouge, c'est en fait les grands bassins versants de la Guyane, c'est-à-dire les terres qui font couler leur eau quand il pleut vers les rivières. Ici, par exemple, c'est le grand bassin versant du Maroni. La frontière entre la Guyane et le Suriname, c'est où se trouve la rivière le Maroni, on a aussi l'autre rivière. Et ce qu'on observe, c'est que les instruments de mesure que l'on a ici, même compris le radar qui est très grand, restent insuffisants pour ce qu'il en est de voir la pluie sur tous les bassins qui alimentent les rivières de la Guyane. Et c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur des produits satellitaux globaux qui sont de produits satellitaux basés sur plusieurs satellites. Je vais vous expliquer un peu plus en avant que c'est des produits qui nous sont donnés globalement par les grands acteurs de l'espaciel comme la NASA, la JAXA, et il y a aussi bien évidemment des produits satellitaux du CNES et de l'ESA ici pour l'Europe. Au plus simple, on va commencer par le pluviographe. Le pluviographe de base, c'est simplement un réceptacle gradué qui est rempli par un entonnoir où on mesure la pluie tous les jours. C'est, comme disait Stéphane, de la même façon qu'il regardait l'auteur d'une rivière avec les yeux. Auparavant, on notait l'auteur dans le réceptacle de l'eau pour voir combien est-ce qu'il avait plu. De nos temps, le pluviographe il s'est avancé un tout petit peu. On a des pluviographes qui s'appellent AOG basculants. Il s'agit des petits seaux en fait, qui se remplissent, ils basculent d'un côté et de l'autre. Et ceci relaie une information automatique, ce qui permet d'avoir un suivi automatique de la pluviométrie par pluviographe. Le problème, c'est que la distance moyenne entre deux pluviographes, ici en Guyane, elle est de 150 km. Et vous pouvez le voir, on a toute une grande partie de la Guyane qui n'est pas suivie en termes de météorologie, de pluviométrie. Et du coup, le problème, c'est qu'on nécessite une très forte concentration pour que cette donnée fiable soit en effet utilisable. C'est pour ça qu'on a inventé le radar météo. Stéphane a déjà fait un bon travail vous expliquant plus ou moins comment ça marche, un radar. En fait, un radar, ce qu'il fait, c'est envoyer une onde électromagnétique qui est ensuite réfléchie par des gouttes de pluie ou des autres hydrométéores. Et dépendant
de la puissance de l'onde réfléchie qui retrouve le radar, on peut estimer quelle est la quantité de pluie. Le problème de cette donnée que, pour nous météorologues, on la caractérise un peu comme donnée in situ, vu le fait de la haute fiabilité de cette donnée de référence, c'est qu'en fait, elle n'est pas disponible partout. Je pense que cette carte vous fait penser un peu à la carte qu'avait montrée avant Stéphane, où il avait les données in situ des rivières. Ici, on a une carte avec tous les radars dans la planète, et vous pouvez très bien observer, en Afrique, on compte pratiquement aucun radar météorologique, et là où on se trouve en Amazonie, ils sont très insuffisants. Du coup, même si c'est des données d'excellente performance, ça reste indisponible pour le reste de la planète. C'est là où rentrent les produits satellitaux globaux de pluviométrie. Je pense que ce graphique aussi vous fait penser un peu au graphique qu'a montré Stéphane. En fait, on s'appuie sur des constellations de satellites, chacun avec leur instrument, que je vais vous expliquer un peu comment ça marche, pour créer des cartes globales de la planète, plus ou moins une toutes les 3 heures, dépendant de la quantité de satellites disponibles. Les satellites, ils observent la pluie d'une manière différente que le radar. En fait, la plupart des instruments à bord des satellites, c'est pas qu'ils envoient une onde de radar et ils réceptionnent, ils voient la réflexion. Plutôt, ils observent la Terre avec des différentes longueurs d'onde. C'est-à-dire, par exemple, dans le visible et l'infrarouge, vous pouvez imaginer un radar, un satellite, il observe la superficie des nuages. Et du coup, de ce fait, on peut observer quelle est la couverture nuageuse sur la Terre et aussi plus ou moins quelle est la température au sommet des nuages, ce qui peut ensuite se modéliser en termes de quantité de pluie au sol. Dans les nouvelles constellations, on observe aussi dans la bande des micro-ondes. Et ce qu'on observe avec les micro-ondes, en fait, c'est la composition des colonnes d'atmosphère. C'est-à-dire, on peut observer quelle quantité d'eau il y a dans une colonne d'atmosphère. Et avec ceci, on peut déterminer quel est le taux de précipitation au sol. Et aussi, on a des radars météo qui sont à bord des satellites. C'est une mesure très indirecte et d'une basse résolution comparée au radar météorologique, mais on a les mêmes avantages que pour l'hydrologie spatiale. Elle est globale et dans notre cas, elle est beaucoup plus continue. On ne compte pas sur des passages à 21 jours, on compte sur des passages à plus ou moins 3 heures pour chaque endroit de la planète. Pour revenir un peu à nos moutons et voir ce que ça signifie pour nous en Guyane, je vais vous montrer une petite étude climatologique sur la variabilité de la pluie en Guyane. Dans notre graphe ici à gauche, on observe quelle est la moyenne d'accumulation de pluie mensuelle pour toutes les différentes stations météorologiques que je vous avais montrées auparavant. Ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on connaît déjà tous bien. La pluie en Guyane, elle est très saisonnale. On a une saison de pluie qui est très marquée et une saison de sécheresse très marquée. Mais ce qui relève aussi ce graphique, c'est l'énorme variabilité entre toutes les différentes stations météorologiques. Ici à droite, je vous montre pour 2021 les accumulations annuelles de 2 pluviographes qui sont situés à 60 km l'un de l'autre. Et par rapport à Courroucé, à la centrale spatiale guyanaise, et Cayenne-Matoury, que c'est une station qui est pas très loin d'ici, on a une augmentation de 44% de pluie en une année, alors que c'est 2 endroits qui sont complètement à côté. C'est pour que vous ayez une idée de la quantité de variabilité de la pluie qu'il y a ici en Guyane. Je pense que vous l'avez tous vu. Parfois, quand il pleut ici, il ne pleut pas au centre-Yaté. Et ça, c'est un truc de tous les jours. Et ici, du coup, je vous montre quelles sont les limites des différents instruments de mesure qu'on a. Comme l'avait dit Stéphane auparavant, avec les données in situ, que c'est des données de très haute fiabilité, un problème, c'est qu'elles ne couvrent pas tout. Et ici, on peut le voir, si on observe le network, le réseau de pluviographes de Météo France, sur cet instant de pluie, que c'est exactement le même observé par nos 3 différents instruments de mesure, on a pratiquement de la pluie qui est observée par 2 pluviographes
un à côté de Cayenne et un à côté de Kourou. Tandis que pour cet instant T, la pluie, on peut observer dans le produit satellitaire et dans le produit radar, n'était pas du tout là, alors que c'était des pluies qui étaient conséquentes et de très haute envergure. Nos produits d'instruments satellitaux, ils réussissent à nous montrer où est-ce qu'il y a la pluie en comparaison beaucoup plus que ce que peut nous montrer les pluviographes. Mais quand on observe la donnée radar, on observe que la pluie observée par l'instrument idéal, comme je vous disais avant, le radar météorologique, il est très capable de l'observer exactement où elle se place. Et on observe comment, par exemple avec ce pluviographe ici, on échappe à voir une pluie de très forte intensité qui était juste à côté. C'est pourquoi du coup, elle est très insuffisante, la couverture de données in situ, et pourquoi est-ce qu'on a besoin des produits de plus haute envergure spatiale. L'avantage du radar, elle est évidente, mais cependant, elle reste insuffisante. Pourquoi est-ce qu'elle est insuffisante? Parce que je vous disais avant, même si la couverture du radar elle est très bonne et la qualité de la donnée elle est excellente, il ne couvre pas tout ce qu'il faut. Et comme l'a dit Stéphane avant, par exemple pour la rivière du Maroni, le budget d'eau qui rentrait dans cette rivière, elle dépend d'une zone qui n'est pas du tout couverte par le radar météorologique, d'où on a le besoin des produits satellitaux, que eux, ils couvrent la totalité de l'espace guyanais. La télédétection satellitale, du coup, se montre comme une solution à notre problème de manque de données, même si on a de la très bonne qualité. Le problème, par contre, des produits satellitaux, c'est qu'ils ont leurs limites. Ici, on peut voir un problème qui est très caractéristique des produits des instruments satellitaux. Ils réussissent à voir la pluie et plus ou moins bien la placer, mais ils ne savent pas dans quelle quantité de pluie il faut donner. Du coup, il y a des cas où notre produit satellitale, il sous-estime la pluie, et des cas où le produit satellitale surestime la pluie. Donc, sans rentrer dans les détails, lors de ma thèse, on a développé une technologie, un algorithme qui réussit à identifier en fait quand est-ce que le satellite observe plus ou moins de pluie automatiquement, et du coup il réussit à soit hausser la quantité de pluie, soit baisser la quantité de pluie. Voilà, ça c'est pour moi les produits de pluie satellitaux. Je redonne la parole à Stéphane. Voilà. Donc là, c'est pas fini, pas libéré encore. Donc là, on vous a montré un petit peu à peu près tous les aspects technologiques, hein, jusqu'à tout le travail scientifique qui avait pu être fait donc, sur ce soutien des données satellitaires pour le suivi des fleuves, depuis la pluie jusqu'à la construction d'un modèle et l'estimation des débits en sortie. Maintenant, la grande question très souvent, c'est comment on passe, passer de la science à la société civile, aux besoins et à la demande de la société. Alors, pour ça, il y a eu à la demande directement de la présidence, il y a eu la demande pour trouver une structure de valorisation donc, des données satellitaires d'observation de la Terre, en particulier pour répondre aux objectifs climatiques de l'accord de Paris, qui était la COP21 en novembre 2016. Donc le temps que ça se mette en place et ainsi de suite, en gros à partir de 2019, il y a un organisme qui s'appelle le SCO, le Space for Climate Observatory, bon, je ne vous le traduis pas, mais qui est donc donné en gestion au CNES. Donc le CNES lance des appels d'offres, et à partir de ces appels d'offres, il y a des organismes qui vont répondre pour donc une meilleure utilisation des données satellitaires dans les objectifs de fournir l'information à la société civile, essentiellement sur les questions de réponse aux objectifs climatiques. Et donc, l'idée aussi qu'il y avait dans cette initiative, c'était de mettre ensemble à la fois les laboratoires scientifiques, des entreprises privées, donc
un partenariat public-privé et bien évidemment de mettre les utilisateurs dans la boucle de façon à ce que ce qui est produit, ce qui est payé, financé par l'organisme comme travail dans les laboratoires et dans les entreprises, soit effectivement répondre à une demande des utilisateurs. Donc voilà, donc les critères sont utiliser des données satellitaires éventuellement en combinaison avec les données in situ, comme ce qu'on vous a montré par exemple pour les données de pluie qui vont mélanger les données radar qui sont au sol avec les données satellitaires, travailler à une échelle locale, donc faire une réponse à un territoire, que tant qu'à faire, le modèle que vous développez ne soit pas, par contre il a été développé pour un endroit précis, mais qu'on puisse tant qu'à faire le réutiliser ailleurs pour ne pas avoir tout repayer, et que bon, ça s'adresse, que l'ensemble des réponses adressent des thématiques un peu différentes, mais toujours liées à ces aspects du changement climatique. Voilà. Et donc en fait, depuis à peu près 5 ans, donc le SCO a financé, alors je ne saurais pas vous dire combien, mais ça doit faire une petite, une grosse 70, 80, une petite centaine de projets à peu près partout dans le monde. Donc, alors c'est essentiellement des projets français, mais ça peut être des consortiums internationaux avec des partenaires étrangers, et surtout donc ça peut s'adresser des questions scientifiques ou de gestion un peu partout dans le monde. Donc vous voyez, vous avez des projets à la fois en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Afrique. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que donc ici à Cayenne, donc on a eu un financement par le SCO pour développer un projet sur justement la valorisation des données altimétriques que je vous ai présentées sur la gestion des grands fleuves de Guyane. Donc en partenariat, alors c'est une start-up de métropole, mais qui est aussi implantée ici à Cayenne, qui est la start-up Hydromatters, qui a développé un produit en partenariat avec les organismes de recherche comme l'INRAE ou l'IRD. Donc ça s'appelle le projet OFFIS, et qui a vocation donc à mettre à disposition, alors j'espère que ma petite présentation va tourner, voilà, qui a donc vocation à mettre sur Internet tout simplement l'information qui est déduite de tout ce travail que je vous ai montré sur les données. Et donc n'importe qui peut aller sur le site, voilà, et regarder dans quel état on est. Alors c'est le petit film, on l'a fait un petit peu à l'avance, là c'est juste une copie, donc forcément les dates, ça date un petit peu, ça n'a pas été fait hier, donc ça date un petit peu, mais vous voyez qu'on a créé un certain nombre d'indicateurs, alerte de débit, alerte de pluie, prévision de débit, sur l'ensemble du territoire. Et on avait en plus, je ne vous ai pas du tout présenté ça, mais bon, on avait une collègue qui travaillait sur le problème des alertes de poussière atmosphérique, ces poussières qui viennent du Sahara, qui sont transportées par les vents transatlantiques. Et donc, voilà, on avait aussi en même temps une cartographie des poussières sur l'ensemble du territoire. Donc, à la fois en vision globale, comme ici, mais on pouvait aussi regarder station par station quelle était l'évolution sur une station. Voilà, donc à la fois ce qui avait été enregistré et par ce qui pouvait être prédit avec la zone grisée, c'est l'incertitude qu'il y avait, comme c'est des prévisions, bon, c'est jamais parfait, mais voilà, on pouvait prédire qu'a priori ça devrait varier comme ça, mais l'incertitude était temps, et bien avec une actualisation au fur et à mesure que les données tombent et que le temps passe. Voilà, donc ça s'appelle SAGI. Voilà, donc vous tapez SAGI sur Internet et vous aurez accès à ce site pour avoir toute cette information. Voilà, bon, bon, voilà, je vais peut-être arrêter pour ça, voilà. Et donc, bon, je vais, pour conclure cet exposé, encore une fois, je vais finir en étant bien désagréable et en vous rappelant le rapport, juste un extrait du rapport de l'IPCC, bon, le GIEC en français, qui dit qu'à l'échelle d'une génération, si on suit une trajectoire à 2 degrés, et on est franchement bien parti pour, et ben la pluie en Guyane devrait diminuer de 10 à 20%. C'est 10%, c'est cette couleur-là, 20%, c'est ça. Ce qui veut dire que vous imaginez bien, comme l'ensemble de l'écologie de la Guyane est liée à la pluie, toute la partie de forêt et même une grande partie de la vie, une diminution de 10 à 20%, c'est quelque chose qui risque d'être dramatique au sens qu'il va falloir un jour s'en occuper quand même. Voilà. Et ça, c'est juste une petite photo du Maroni qui a été prise il y a 2-3 jours par une collègue et qui montre qu'effectivement, on risque d'avoir de plus en plus fréquemment des événements
que l'on peut considérer comme catastrophiques au sens économique, en tout cas. Voilà, merci de votre attention. Merci Stéphane pour ces paroles de fin réconfortantes. Merci Rodrigo également pour votre partie de la présentation. Donc si vous le voulez bien, on peut passer à un petit moment de questions-réponses s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions suite à cette présentation. Je vous laisse la parole. Des questions peut-être? Tout le monde en a marre, je crois. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais deux petites questions concernant la mesure. Notamment, donc, vous avez expliqué que pour mesurer in fine la hauteur du niveau d'eau dans les océans, on mesure la surface et on déduit avec les anomalies gravitationnelles. Est-ce que c'est le même principe pour mesurer par exemple la hauteur d'eau dans Petit Saut ou dans une rivière, ou c'est la comparaison avec des mesures in situ? Alors, je me rends compte avec votre question que j'ai loupé un transparent. J'ai pas voulu être trop technique, mais j'aurais peut-être dû quand même préciser, c'est que l'usage du mot hauteur, l'usage public courant du mot hauteur est mauvais. La hauteur de l'eau, en fait, c'est la distance qu'il y a entre, voilà, la hauteur de ce truc-là, c'est la distance qu'il y a entre lui et ma terre de référence. Prenez une terre, une grosse bulle, hein, en gros, bon, un peu aplatie au pôle, mais un ellipsoïde, d'accord? Et donc cette bulle, vous calculez la distance qu'il y a entre votre objet et la terre, d'accord? Ça, c'est la hauteur de l'objet, d'accord? Et donc quand on parle de la hauteur de l'eau, c'est la position, c'est pas la profondeur de l'eau, d'accord? C'est la position de la surface de l'eau par rapport à cette référence. Alors, les deux bougent pareil. La hauteur de l'eau va bouger pareil que la profondeur. Hein, si votre hauteur augmente, la profondeur augmente, vu que le fond, a priori, ne bouge pas. Hein. Mais voilà, donc il y a un petit truc, il faut faire attention à une question de vocabulaire que j'aurais peut-être dû préciser avant. C'est l'utilisation courante du mot hauteur, en fait, est incorrecte. Et peut-être oui. une deuxième aussi. Vous avez parlé, avec l'exemple de l'Afrique, de 25 000 points de référence qui étaient imposés, enfin qui étaient plus imposés, mais on voit avec les balayages de 50 km de côté deux fois, on a l'impression qu'on a justement l'embarras du choix. Tout à fait. Donc cette carte que je vous ai montrée, alors c'est pas que pour l'Afrique, c'était les 25 000 points, en fait, parce que cette carte, elle vient de ce que pour améliorer les mesures sur les continents, en fait, on télécharge à bord du satellite. On lui dit attention, là tu vas avoir une rivière, là tu vas avoir une rivière, là tu vas avoir une rivière, de façon à ce qu'il se positionne le mieux possible. D'accord ? Donc, et c'était cet exemple des 25 000 points donc sur l'ensemble du globe. D'accord ? Mais vous avez tout à fait raison. En fait, maintenant, avec le nouveau satellite SWOT qui va mesurer, comme je vous ai vu, hein, vous avez vu toutes les fauchées sur la Guyane, par exemple, il va mesurer l'ensemble de la Terre. Bah là, on est en millions de points, quoi. Voilà. Par contre, bon, le traitement, voilà, on en est encore, ça fait un an, un peu plus de, bientôt 2 ans, un an et demi qu'il est lancé. Le traitement est beaucoup plus lourd et c'est un peu plus compliqué, on n'a pas encore vraiment tous les résultats. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est encore une fois, il faut rendre grâce au CNES là-dessus, c'est qu'en travaillant avec la NASA sur ce satellite, qui est un satellite vraiment expérimental, ça marche tellement bien, on voit, même si on n'a pas encore les résultats, on voit que ça marche tellement bien que l'Europe vient de décider qu'en 2032, elle lancera 2 satellites comme ça. Donc on a une garantie, hein, c'est le rôle de l'Europe. Le CNES a beaucoup travaillé sous la forme de faire des satellites expérimentaux. Hein, et donc, mais une fois qu'on a fait l'expérience, on montre que ça marche, bon, bah voilà, c'est bon. C'est pas forcément le rôle du CNES de continuer. Alors des fois il le fait, c'est des satellites spot et ainsi de suite. Hein. Mais là, c'est carrément l'ESA, avec les moyens européens, qui a décidé, oh la vache, c'est génial. Au début, ils ne voulaient pas le payer, en fait. Hein, le SWOT, ils ne voulaient pas. Mais ils ont dit, voilà, ça marche tellement bien que, ok, nous on en prend 2. Hein, et donc d'ici 2030-2032, ils devraient en envoyer 2 qui feront la suite de celui-là. Hein, si on considère qu'un satellite a une durée de vie de 7-8 ans, quoi. Mais vous avez raison, là, cette façon de compter, oh j'ai tant de points ou des choses comme ça, va être complètement révolutionnée, quoi.
Et d'ailleurs, ça fait partie du problème, c'est comment maintenant on va compter en fait le nombre de points de mesure et choses comme ça. Tout n'est pas réglé à ce niveau-là, tout le monde n'est pas d'accord. Oui, bonsoir à tous. Voilà, je voulais... Alors, vous aviez dit que si l'eau diminue, là aussi, le fond de la Terre aussi a diminué. C'est ça? Non? Pardon, je sais pas. Non. Non. Ah, alors attendez, dites-moi quelle est la... Non, mais la profondeur de l'eau. Hein? Dans une rivière? Oui, dans une rivière. Oui, La profondeur oui. de l'eau diminue. Oui. Bon, mais aussi, le sol aussi, le fond Alors. de la terre aussi s'affaisse. En toute rigueur, oui, mais dans la pratique, on va dire non. Non, mais c'est le problème dans un verre d'eau. D'accord? Si vous buvez la moitié du verre, la hauteur, la position de la surface, elle va descendre. De la même façon que la profondeur va varier. Donc on ne mesure pas la profondeur en elle-même. Mais en fait, la profondeur, elle change exactement de la même façon que le haut de ma rivière monte et descend. Non? Vous ne me suivez pas? En fait, alors, je vais vous répondre sur la rigueur scientifique. Je ne sais pas si je suis dans la question ou pas. Le fond de la rivière, en fait, par exemple, dans un grand bassin comme ici, entre l'Amazone et le Maroni, c'est le fond de la rivière, en fait, il est enfoncé par le poids de l'eau. Le poids de l'eau, dans la région, cette région du nord de l'Amérique du Sud, en fait, il va s'enfoncer d'à peu près 5-6 cm quand l'eau va monter de à peu près 15 mètres. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis en toute rigueur, on peut le négliger, mais bon, voilà, dans la pratique on le néglige, mais en toute rigueur ça change un petit peu. Quand le niveau de l'eau monte dans votre rivière, hein, quand vous êtes en crue, d'accord, le niveau monte, en fait, la masse, le poids de l'eau, il est tel que le sol et donc le fond de votre rivière, il s'enfonce un petit peu. Voilà, mais il s'enfonce de quelques centimètres quand une rivière comme l'Amazone, hein, l'Amazone c'est 1/5 de l'ensemble des rivières du monde, hein, 200 000 mètres cubes secondes, d'accord, c'est de l'eau pour l'humanité tout entière l'Amazone, d'accord. Donc quand une rivière comme ça monte en crue, 15 mètres, là vous avez à peu près 5 cm le sol qui s'enfonce. Voilà. Mais alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... On sait à quoi est due cette sécheresse qui arrive brusquement. Alors, j'ai entendu une fois dans une émission que la Terre s'était éloignée un peu du Soleil. Alors, non, alors encore une fois, il y a deux choses. Le climat, il change. Le climat, sur les 4 milliards d'années d'histoire de la Terre, le climat, il a toujours changé. Hein, et une des raisons de faire changer le climat, il y en a une, c'est les évolutions du Soleil lui-même, qui va envoyer plus de chaleur, moins de chaleur, il a des cycles comme ça. Hein. Et il y a aussi l'orbite de la Terre, c'est un deuxième paramètre. La Terre s'éloigne, se rapproche, et ainsi de suite. Tout bouge un petit peu dans tous les sens. Hein. Donc ça, c'est des phénomènes naturels. Je ne sais pas si je les ai, et on suit très bien les variations du climat de la Terre. Il y a des moments où la Terre, par exemple, a été recouverte de glace. Ce qu'on appelle la Terre était recouverte de glace, puis il y a des moments où, en fait, c'était la sécheresse totale, enfin bref, voilà. Donc tout ça, ça a évolué. Ce que l'on observe maintenant, c'est qu'en 50 ans, on a obtenu des changements qui sont beaucoup supérieurs à tout ce que l'on a pu enregistrer sur des millions d'années, d'accord, et que ces changements sur le climat, ils sont tout à fait concomitants avec l'évolution de produits comme les gaz à effet de serre. Voilà. Donc là, il y a une relation entre les deux qui est complètement directe, d'accord? Et alors, ça n'empêche pas qu'il y a des changements aussi qui sont naturels. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il se trouve que le changement que l'on observe actuellement, ça ne peut pas être un phénomène naturel. Et c'est parfaitement lié avec toutes les activités humaines. Voilà. Derrière, je crois qu'il y avait une question. Alors oui, moi j'avais une question, alors peut-être à Rodrigo, je ne sais pas exactement. Ici on voit que pour l'altimétrie, on a des perspectives d'amélioration avec SWOT, etc.
je voulais savoir si, par exemple, pour ce qui est des précipitations, là, l'idée est d'avoir des meilleures données satellitaires. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration, je ne sais pas, soit avec un nouveau satellite, ou est-ce que ça intéresse, je ne sais pas, le CNES ou quoi que ce soit, d'améliorer ces données d'une façon ou d'une autre avec du nouvel équipement, etc. Ou peut-être des nouveaux radars au sol, je ne sais pas. Dans la perspective de la Guyane en particulier, il y a des nouvelles données de radar in situ ils ont installé un radar en 2021 en fait, un nouveau type de radar qui a plus de couverture et des données beaucoup plus fiables. Et d'un point de vue satelllital, en fait, en 2008, on a lancé une constellation qui s'appelle de la Global Precipitation Measurement Mission, que en fait, les radars, les instruments à bord de ces satellites, ils sont pratiquement ce qu'on voudrait avoir comme idéal, à part leur résolution. Il n'y a pas vraiment de perspective en ce moment de nouveaux radars pour la météorologie en tant que telle de la précipitation. Si on a lancé un nouveau radar, EUMETSAT a lancé un nouveau radar l'année dernière, mais ça ne va pas vraiment améliorer la mesure. C'est plus maintenant un effort qu'il faut le faire, comme ici en Guyane, de mettre les données qu'on a déjà avec la bonne calibration des données qu'on a in situ. Parce que ça, c'est un truc qui a été fait beaucoup plus en Europe ou en Amérique du Nord. Mais en SWAT, non. On n'a pas des projets comme SWAT et des projets satellites comme ça. Par contre, dans les projets alors du CNES, mais surtout encore une fois de l'ESA, avec la constellation des Sentinelles, il y a des projets sur d'autres variables. Comme par exemple, il y a un projet franco-indien qui s'appelle Trishna, qui va mesurer l'humidité du sol. Donc c'est un paramètre important dans l'hydrologie, on voit bien vérifier si le sol s'assèche ou si c'est inondé, si c'est tout mouillé, voilà. Mais donc il y a des projets comme ça sur donc là on vous a parlé pour la pluie en ce moment c'est un petit peu compliqué, les gens ne sont pas prêts à payer. Pour l'altimétrie on a eu la chance que ça va être relayé par l'Europe, ça dépend vraiment des variables quoi. Merci. Voilà, je vous donne cet exemple. Il y a SMOS aussi qui est sur la salinité des mers, ça paraît bête, mais bon, là c'est pour les océans, mais la salinité, c'est aussi un élément important pour la surface. C'est dommage, voilà, notre collègue du CNES qui aurait dû venir et qui était bloqué à cause du lancement de Vega aurait mieux répondu, je suis désolé, je ne connais pas tout là-dessus. Mais comme il dit Stéphane, en fait, pour la précipitation et tout ça, toute la donnée est utile. En fait, si tu as une meilleure idée de la composition de l'atmosphère, tu es plus capable de faire des nouveaux modèles qui attribuent cette nouvelle composition à une quantité de pluie. Du coup, tout est utile en soi. C'est ça. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Une première question assez rapide. La largeur de la fauchée de la vue Nadir sur SWOT, c'est combien de kilomètres? L'Ultimate Nadir? Oui. Alors c'est compliqué à dire comme ça, mais c'est plusieurs kilomètres carrés. On est de l'ordre de 10 kilomètres carrés. D'accord? Mais ce qui compte, en fait, effectivement, vous voyez très très grand. D'accord? Mais ce qui compte, c'est que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'eau est un miroir parfait. D'accord? Et le reste, la forêt ou choses comme ça, sont de très mauvais réflecteurs. Donc en fait, même si vous voyez une grande surface, vous voyez que ce point-là, c'est un peu comme si on éteignait la lumière ici, vous allumez un briquet, d'accord? Ok, la pièce, elle est toute noire, mais votre briquet, vous le voyez parfaitement. C'est un peu ça qui se passe, quoi. Et c'est pour ça qu'on y arrive. Parce qu'effectivement, les altimètres, en fait, au départ, ils ont été faits pour pouvoir mesurer une grande surface océanique, pour que l'on puisse faire la moyenne de toutes les vagues et tout ça. Donc on prenait une grande surface, et l'écho qui revenait au satellite, il moyennait un petit peu tout, quoi. Voilà. Bon, dans les rivières, le problème, il n'est pas du tout le même. Il y a eu quand même 20 ans de boulot à peu près pour arriver à comprendre comment on fait, extraire le signal et tout ça. Ça a commencé dans les années 95, puis on est bon depuis à peu près les années 2015-2016. D'accord ? Et tout le truc, il est là, il est sur le fait que même si vous avez qu'un petit peu d'eau, parce qu'une rivière, même si elle fait 200 mètres, 300 mètres de large, par rapport donc, à un cercle de 3 km de rayon, à peu près 10 km, 6 km
de diamètre. Bon, c'est un tout petit peu, mais en fait, elle renvoie l'écho tellement mieux que le reste que l'on arrive à le séparer. Sauf que bien évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Et j'ai une seconde question aussi par rapport à l'outil que vous avez créé pour créer la référence sur le Maroni, l'espèce de nappe là. C'était sur le Maroni, Oui. C'est bien ça, ouais. Est-ce que les données sont... Je la vends, hein, au fait, s'il y en a que ça intéresse. Est-ce que les données sont... Parce que madame la directrice est très intéressée à ce que je la débarrasse. Donc. Est-ce que les données sont publiques Complètement, oui. Ok. Elles sont récupérables où? On m'envoie un mail, stéphane.calment@ird.fr. Oui, on est sur des données de recherche, donc on est très sensible à cette question. Et mais les données ont été commanditées, en fait, à la fois par le CNES et par l'Office de l'eau, ici, qui était partenaire du projet. Hein. Donc, elles sont, je viens tout juste, je vais finir de les mettre en forme et tout ça la semaine prochaine. Mais pour quelqu'un qui est intéressé, toutes ces données, et en fait, je ne vous les ai pas montrées, mais il y a 6 ou 7 profils comme ça. Je ne les ai pas tous mis parce qu'on aurait, sur la figure, ça aurait été trop invisible. Mais il y a plusieurs profils, à la fois sur le Maroni, et on en a aussi un aller-retour sur le Yapok. Alors sur le Maroni, on a un profil 2018, 2019, 2021, 2022, 2 en 2023, ce que j'ai montré. Et celui sur le Yapok, c'était fin 2023. Donc voilà. Alors il faut... bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout. Même si je vous les donne, il faut les nettoyer, il faut voir. Parce que vous avez vu la nappe, bon, je suis super content de ma nappe, ça marche vachement bien. Mais enfin, il y a quand même des fois où, quand on passait sur un caillou, en particulier sur le Yapok, quand il a fallu passer sur les rapides, des fois tu es sur le caillou et puis sur l'eau. Donc la valeur, ça fait des petits points faux. Quoi. Mais bon, toutes ces données, ça me ferait vraiment très plaisir de trouver quelqu'un qui a envie de jouer avec. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Et je vous dis, la nappe est à vendre. Hein, si. Je fais prix d'amis, je vous la mets à 15 000, alors qu'elle m'a coûté 30, je vous la mets à 15 000. Oui. À quel point les précipitations ou la couverture nuageuse impactent la mesure par satellite, justement parce que vu que c'est des fréquences qui sont réfléchies par l'eau? Alors, c'est une super question. Jusqu'à dans les années 2000 et quelques, on travaillait essentiellement en bande KU, parce que dans cette bande-là, les gouttes d'eau atmosphériques impactaient pas trop la mesure. À partir de là, il y a eu un satellite franco-indien qui s'appelait Altica, qui a essayé de travailler dans une autre bande, la bande KA, d'accord, et qui était en théorie, alors dont le responsable du satellite et Jacques, c'est lui qui était le responsable de cette mission franco-indienne. Et donc le problème qu'on voulait tester, c'était justement est-ce que dans cette bande, on serait gêné par la pluie. Bon, je ne sais pas si tu me permets de continuer. Et donc, on a eu une très bonne surprise. En fait, il ne pleut pas tant que ça. Et donc, globalement, les données restent tout à fait intéressantes. Et ça a permis, du coup, de décider que l'interféromètre de SWOT, il est dans cette bande, parce que ça permet ça consomme moins d'énergie, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, là, on a, grâce à l'expérience, au savoir acquis sur cette mission Altica franco-indienne, donc 2013-2016, et qui tourne encore, hein, d'ailleurs, qui tourne encore. Mais la mission, voilà, c'était 2013-2016. Mais le savoir-faire a permis de construire l'interféromètre qui tourne maintenant sur SWOT. Voilà, sans aide, et on sait qu'on est impacté un petit peu par la pluie, mais ce n'est pas dramatique. D'accord, merci. Peut-être une dernière question, s'il y en a. Si on n'a pas, on va clôturer là-dessus. En tout cas, je tenais encore... oui. Je voudrais juste faire peut-être une dernière remarque, parce que je vois qu'on a notre responsable des images satellites ici dans la salle, donc je voudrais le remercier, hein, et dire à tout le monde surtout que c'est important
que la Guyane est sa station de réception des images et j'invite tout le monde à venir en profiter, à venir utiliser ces images comme celles que j'ai montrées parce qu'elles sont extraordinaires, quoi. Ces images de la Guyane où on voit comme ça, alors je vous ai montré du radar, il y a du visible ou des choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et une grande chance de la Guyane d'avoir sa station comme ça, de la coopération entre l'État, le CNES. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir taper à la porte de l'IRD pour venir demander, pour avoir ces images. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup en tout cas. Merci encore Stéphane et Rodrigo. Et évidemment, les cafés des sciences ne s'arrêtent pas. On est toujours là avec la canopée des sciences pour partager les savoirs. Et donc notre prochain rendez-vous sera le samedi 14 décembre pour les journées de l'archéologie. Donc voilà, un tout autre sujet, mais qui promet d'être tout aussi intéressant. Et en janvier, pour le premier Café des Sciences de 2025, on parlera de biomatériaux le 16 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter ou à nous suivre sur les réseaux pour suivre l'actualité de la canopée des sciences. Et merci encore à vous tous et à vous toutes d'être venus ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée.